Bonjour, nous voici pour continuer notre tour d'horizon de la partie écossaise, variante Miasis. Les premiers coups, je ne vais pas revenir dessus puisqu'on l'a déjà étudié en introduction et dans d'autres vidéos sur cette variante Miasis, donc je vous renvoie aux autres vidéos qui ont été faites. Vous le savez, après C4, on arrive dans un embranchement. Soit les noirs choisissent de jouer x6, clouent le pion C4 et du coup leur cavalier est maintenu en D5 pour quelques temps encore et empêche le cavalier blanc de se développer sur sa meilleure case qui est C3. L'inconvénient, c'est que quand les blancs joueront B3 dans cette position, les noirs ne pourront pas jouer A5, A4, puisque le fou bloque le pion. Et par conséquent, B3, c'est tout à fait jouable dans ces structures de pions. Vous le savez, d'abord, il faut consolider le pion E5. Maintenant, la théorie recommande cela. Mais plus tard, on pourra aussi jouer B3, fou B2. Notez que le cavalier D5 reste souvent là pendant très longtemps, avant de devoir se replier. Et l'autre variante, c'est cavalier B6, directement, qui garde en réserve les possibilités A5, A4 si jamais les blancs jouent B3. C'est pour ça que dans cette variante-là, on évite de jouer B3 trop vite, et on joue cavalier C3. Maintenant, c'est la théorie qui recommande ça. Alors, dans cette position de départ, on a déjà étudié une partie de Saric qui avait continué par Dame 6, qui est la variante principale sur cavalier C3. L'idée, il y en a plein, mais une des idées, c'est de libérer le fou qui va pouvoir, dans certains cas, clouer le cavalier et donc paralyser un petit peu le développement des blancs, puisque le cavalier, dans certains cas, peut venir en E4, ce qui peut être dangereux. Et l'autre idée qui fonctionne moins maintenant, c'est G6 ou G7. On va voir pourquoi ça fonctionne moins. Parce qu'on c'est un peu un mélange des plans. Normalement, ce plan fonctionne quand la dame est encore là, en E7. Parce qu'on a perdu un temps. Donc en général, ce plan-là, c'est plutôt pour sortir le fou en B4. Donc ça, on l'a vu dans l'autre vidéo sur la partie de Saric, à laquelle je vous renvoie, qui nous amène aussi à une finale intéressante. Maintenant, on va étudier une autre partie de référence pour, pour voir d'autres variantes. Vous le savez, hein, c'est comme ça que je fonctionne. On n'étudie pas une ouverture jusqu'au 15e coup. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut vraiment se faire une liste de parties de référence. Et dans l'écossaise, il faut vraiment choisir des parties récentes parce que ça n'arrête pas d'évoluer, la théorie. C'est très pointu en ce moment et c'est très intéressant. Il y a vraiment des débats intéressants. Et donc, seule l'étude de parties complètes peut faire progresser sur l'écossaise et sur toute ouverture. Parce que une ouverture, ça aboutit à des schémas typiques dans le milieu de jeu. Par exemple, comment exploiter cette structure de pion pour les blancs et qu'est-ce que ça amène comme inconvénient pour les noirs en finale, par exemple, hein, cette structure de pion typique. Pareil, qu'est-ce qu'on fait du pion E5 dans le milieu de jeu et comment faire pour l'attaquer, pour le défendre, pour l'attaquer côté noir et pour le défendre côté blanc. Tout ça ne peut être étudié que à partir de parties complètes. C'est pour ça que j'en ai choisi une qui illustre vraiment plusieurs moments clés de la partie, l'ouverture mais surtout la finale, qui est une partie de Gawain Jones, 2665 Elo, contre Marcus Rager, 2697, au moment de cette partie, est très récente puisqu'elle a eu lieu en 2017, à Wishkanze. Alors vous savez, Wishkanze, aujourd'hui appelé le tournoi Tata Steel, eh bien, regroupe les meilleurs joueurs du monde. Donc il y a un fermé, un tournoi qui regroupe vraiment le gratin des tout meilleurs joueurs du monde, donc Carlsen, etc. Et à côté, il y a le Challengers, donc le Challengers, qui regroupe quand même une tripotée de grands maîtres qui est tout aussi intéressant à suivre. Et justement, j'avais suivi en direct à l'époque et cette partie m'avait marqué, déjà parce que c'était une écossaise, et parce que vraiment c'était intéressant de chercher les coups en direct, les plans, etc. Et de voir si on avait vu une partie du plan ou si on avait vraiment tout faux. Donc cette partie entre Gawain Jones va vraiment nous montrer les finales typiques de l'écossaise, mais aussi un thème qu'on n'a pas encore vu jusque-là, qui est carrément le sacrifice du pion E5. Évidemment, pas dans n'importe quelle condition. Donc cette partie a continué non pas par Dame 6, mais par x6, qui est moins répandu, mais qui commence à se développer, qui est à la mode. Donc c'est assez loin dans le classement sur Chessbase, mais il y a quand même une logique. On revient à la même logique finalement que dans l'autre variante, à cela près que le cavalier s'est déjà replié, et le cavalier est venu en C3 et pas en D2. Et du coup, comme il n'est pas en D2, il ne protège pas le pion C4, donc le plan fonctionne.
on fait pression sur C4. On menace de le gagner en un coup d'ailleurs. Et maintenant, l'intérêt de cette partie, c'est qu'elle réhabilite une variante qui était considérée comme mauvaise avant, qui est B3. Avant, on préférait, je crois, Dame 4. En tout cas, cette partie a montré que B3 était parfaitement jouable ici, dans la mesure où les noirs ne peuvent pas continuer avec A5, A4, hein, c'est la principale explication. Ils ne peuvent pas continuer à moins de reperdre un temps avec Fou B7, ce qui serait quand même un petit peu absurde. Donc, B3 est intéressant, à condition de bien avoir en tête ce qui va se passer par la suite. Hein. Donc, maintenant, le plan avec G6 ne fonctionne plus, en tout cas pas aussi bien, parce qu'on a quand même un temps en moins avec ce cavalier qui s'est développé en B6. Donc, sur G6, le meilleur coup, c'est rapidement, pendant que le roi est au centre, de jouer cavalier E4. Hein, et ça, c'est essentiel. Ça contrôle la case G5, ça veut dire que grand roc est interdit maintenant, parce qu'il y aurait sûrement fou G5. Et après, dame prend E5. Il faut être précis, mais fou F6 semble vraiment dévastateur. Hein, puisque ça, non seulement ça protège la tour, mais ça gagne la tour H8. Bien. Et après G6, cavalier E4, fou G7 n'est pas une solution, en tout cas n'est pas satisfaisant, parce qu'on a cavalier F6 échec. Il ne faut pas chercher plus compliqué. Si on cherche des complications avec fou E5, en fait ça ne va pas suffire parce qu'il y a dame prend. Et après fou F6, on a un petit échec intermédiaire qui est gênant. Dame A5 échec, et on a le temps de roquer. Et c'est ça qui ne va pas. On a le temps de roquer, de faire petit roc, et ça va protéger G7, et on évite toutes les embrouilles sur la grande sur le roi. Et cavalier C3 échec ne mène nulle part, parce qu'on a roi F8, et parce que la tour est ici, il n'y a pas les réseaux de maths qu'il pourrait y avoir si le fou était en C8 par exemple. Si le fou était en C8, il y aurait mat avec dame E7 échec et dame E8. En tout cas, il n'y aurait pas mat, mais il y aurait gain de matériel à l'arrivée. Enfin bref, donc cette variante-là ne fonctionne pas. Donc c'est pourquoi après G6, cavalier C3, fou G7, le meilleur coup c'est cavalier F6 échec, qui déroque le roi ou qui force les noirs à donner la paire de fou. Après, fou prend F6, E prend, et la paire de fou des blancs va faire la différence, surtout que le fou qui reste de ce côté-là est minable. Hein. Bien, donc après B3, le meilleur coup reste grand roc, on active, parce que le plan des noirs, c'est de taper sur E5. Comme on ne peut plus le faire avec G6 ou G7, on le fait avec tour E8. Le prochain coup, tour E8 va mettre le pion sous pression. On pourra le défendre avec F4, mais on sait qu'il y aura F6 ou D6. Et ce pion va être sous pression. Donc l'enjeu, c'est est-ce que les blancs ont le temps de sauver leur pion ou pas. Et comme le cavalier est en C3, il va boucher la diagonale du fou, donc la réponse à cette question, c'est en fait non. On n'aura pas le temps de sauver le pion. C'est pour ça qu'il faut rapidement effectuer le grand roc. Donc fou B2, tour E8, F4 pour ralentir l'attaque sur ce pion et pour forcer les noirs à jouer soit F6, soit D6. Donc F6, ici c'est le plus précis. Donc maintenant, évidemment, on ne peut pas prendre le pion. Si on prend le pion, on s'expose à de gros ennuis après dame F7, qui fait une découverte sur la dame. On est obligé de mettre le cavalier devant, donc on se met en position de clouage. Et vraiment, ça semble très dangereux. Il y a plein de solutions ici, mais déjà une qui semble quand même assez délicate, ça serait par exemple D5. Ça semble déjà fort, puisqu'il y a un clouage sur les cavaliers, avec à la fois la dame et le roi, donc on n'a pas le temps de déclouer les deux, normalement. Notez que la tour doit être protégée, hein, doit être protégée par la dame pour éviter les embrouilles à base de cavalier D6 échec. Donc, après F6, grand roc. Mais ça faisait partie de la préparation de Gawain Jones. Il avait préparé le sacrifice du pion en E5. Donc ça, c'est vraiment instructif. Hein. C'est un thème assez fréquent à haut niveau, hein, le sacrifice du pion en E5. Mais vraiment, il faut savoir ce qu'on obtient en échange. Donc, on va le voir après quelques coups. On va faire le point. Marcus Rager a accepté évidemment le cadeau, parce que la menace était la prise en F6, maintenant que le roi est sorti de la colonne.
Et on accepte le cadeau. Les blancs rentrent en finale. Parce que cette finale leur donne une pleine compensation. On va s'arrêter un instant sur cette position clé qui conditionne les plans. Et on va voir que le plan des blancs, c'est lui qui l'emporte. C'est lui qui dicte la partie, donc l'initiative. Et du côté blanc. Et rien que ça, déjà, ça suffit. Donc, arrêtons-nous sur cette position. Déjà, observons les motifs qui pourraient donner lieu à de la tactique. On commence par ça. Déjà, la sécurité du roi. Hein, donc, ce roi-là ne semble pas en mesure d'être maté. Mais on peut dire qu'il encombre ses pièces. Il prend une case importante aux cavaliers et aux fous, qui ne peuvent pas se recycler. On va voir pourquoi, pour le moment. Les pièces pas protégées. Il faut toujours se demander quelles sont les pièces pas protégées. Bon, chez les blancs, il n'y a rien à signaler. Mais chez les noirs, il y a cette tour qui n'est pas vraiment défendue. Ce qui veut dire que dans certains cas, elle est à la merci d'une découverte du cavalier. Hein, si le cavalier vient en D5, il attaquerait la tour. Bon, évidemment, il n'a pas intérêt à venir en D5 pour rien, juste pour créer une menace de mazette. Non. Mais ça veut dire que les noirs ne peuvent pas avoir accès à certaines ressources qu'ils utilisent d'habitude dans l'écossaise. Ils ne peuvent pas, par exemple, jouer D5. Parce que là, il y aurait cavalier prend D5, qui gagne un pion parce qu'il y a une découverte sur la tour. De la même manière, la position de la tour, qui permet cette découverte, empêche indirectement fou B4, pourtant thématique, parce qu'il y a aussi cavalier D5, découverte sur la tour. Donc la tour pose un vrai problème tactique pour le développement et la libération des noirs. Ça leur fait perdre des temps. Il va falloir qu'ils gèrent, qu'ils recyclent cette tour. Ça va leur faire perdre du temps. Ensuite, étudions un petit peu l'activité des pièces en relation avec la structure de pions des deux camps. C'est très important parce que c'est précisément à cause de la structure des pions que les pièces sont actives ou pas. La pièce la plus active, c'est la tour. Ok. Mais les blancs pourront les changer rapidement. On va voir ce qui va se passer justement. Mais le problème, c'est que le reste des autres pièces n'est pas assez développé. Les fous. Donc déjà, le x6 bute sur le pion C4. Bien protégé. Il va prendre un certain temps avant de se recycler, à cause des pions doublés, justement, et des pions C6 et D7 en particulier, qui limitent sa mobilité. Ces pions-là limitent la mobilité du fou, qui aura du mal à se recycler. Et la position du roi nécessitera roi B8, par exemple, suivi de fou C8. Et ça ne réglera pas tous les problèmes, loin de là. En plus, parce qu'il faudra encore bouger ce pion pour que le fou puisse sortir. Et c'est les blancs qui pourront d'abord créer des menaces concrètes, donc qui empêcheront cette configuration. Parce que le x6, de ce côté-là, il bute sur le pion C4. Bien défendu par son homologue. Donc de ce côté-là, le fou n'a aucun avenir. Le cavalier n'a aucun avenir aussi, pour le moment. Il n'a pratiquement aucune case s'il était chassé, à part la case A8, qui fait vraiment peine à voir. Si le cavalier est forcé à venir en A8, on voit mal comment il va pouvoir ressortir après, encore une fois, à cause des pions doublés, qui vont prendre un temps fou avant de se bouger, simplement. Sans s'affaiblir, en plus, ça va être difficile. Parce que ces pions doublés, quand même, gardent des cases importantes, comme des 5, des 6 aussi, mais surtout des 5. Donc on ne peut pas bouger impunément ces pions. Donc vous voyez, vraiment, là, il faut étudier en relation avec la structure de pions. On a l'impression que ce fou n'est pas si mauvais que ça, mais le problème, c'est qu'il faut qu'il surveille son pion G7, parce que le fou est en embuscade, côté blanc. Ce qui veut dire que ce fou ne peut pas se développer, en fait, de manière correcte, pour le moment, et la tour, du coup, ne peut pas se développer non plus. Ce qui veut dire qu'en cas d'échange de cette pièce-là, il y aurait des motifs d'entrée en E8, pour les blancs. Hein. Si on échange une paire de tours, l'autre tour peut rentrer en E8, si on a réussi à paralyser le développement des noirs. Ça sera une partie du plan des blancs dans certains cas. Donc vous voyez que les pièces noires font peine à voir. Du côté des blancs, tout est beau. Hein. Le fou B2 est monstrueux. Il menace la tour indirectement en E5. Surveille le pion G7 en arrière-plan. Le fou F1, lui, tape sur C4. Donc on a l'impression qu'il lui faut une autre diagonale. Mais ça tombe bien. En jouant G3,
on pourra lui en procurer deux belles diagonales, celle-là et celle-là. On choisira, ou même on jouera alternativement sur ces deux diagonales. Jouer en G2 tout de suite, ça semble pas très utile parce que le pion est bien défendu. Mais jouer en H3 pourra être plus utile parce que ça fera une pression sur D7, la case D7, hein, qu'elle soit occupée par un pion ou par autre chose. Donc on a vraiment un rayonnement ici de la paire de fous qui est vraiment phénoménal et qui compense à elle toute seule le pion. Hein. Rien que la paire de fous compense déjà le pion de moins. Parce qu'elle paralyse tout le jeu des noirs. Il reste le cavalier qui, lui, peut être promis à un avenir assez brillant, mais on ne sait pas encore où exactement. Il faudrait qu'il arrive à passer par la case 4, peut-être, pour aller en G5 après, si jamais la tour s'en va. Et pour ça, il faut contrôler la case 4, donc on n'en est pas là encore. Le cavalier doit rester en observation ici, en fait, pour le moment, justement pour ralentir les thématiques à base de D5 et de fou B4, puisqu'on l'a dit, le cavalier doit garder en réserve sa ressource de découverte en D5. Si jamais D5, cavalier prend D5, si jamais fou B4, cavalier prend D5. Donc toute cette analyse nous amène au mini-plan des blancs, et c'est des plans assez simples finalement à trouver. C'est des petites séquences de coups. On va d'abord commencer par jouer à 4. Comme ça, si jamais la tour s'en va, et elle va forcément s'en aller à un moment donné, parce qu'on a dit qu'il y avait des problèmes de découverte, et que tant que cette tour reste ici, ce fou ne peut pas bouger à cause du pion G7 qui est derrière le fou. Hein, donc je schématise, mais c'est ça le problème qui se pose concrètement. Eh bien, on va être obligé de donner une autre case au cavalier, parce qu'on ne va pas laisser les blancs jouer A5 plus tard quand la tour sera partie. Sinon le cavalier va être complètement hors jeu en A8 pour quasiment la fin de la partie, hein, parce qu'il ne peut plus ressortir par C7 non plus. Donc il faudra du coup jouer D6. Ce qui affaiblira la grande diagonale. Donc deuxième mini-plan, une fois que la grande diagonale sera affaiblie, une fois qu'on aura joué A4, A5, on jouera G3 fois H3. Et on clouera le cavalier qui sera peut-être ici. Donc ça c'est le deuxième mini-plan. Vous voyez, pour le moment c'est pas bien sorcier. On met juste les pièces sur les cases les plus efficaces. Et dernièrement, comme le développement sera terminé, on jouera tour E1 pour échanger la seule pièce active des noirs. Donc vous voyez déjà en regardant quelles sont les pièces actives et les pièces non actives, on résout pas mal de problèmes. Les noirs ne peuvent pas faire grand chose contre l'exécution de ce mini-plan. Donc Gawain Jones a exécuté la première partie de ce mini-plan en jouant A4, qui menace du coup A5 si jamais la tour s'en va. Je le répète. Mais la tour ne peut pas rester indéfiniment ici. Donc, maintenant, les noirs jouent D6. Ils sont obligés. On ne peut pas jouer fou B4 pour empêcher A5, parce qu'on a dit qu'il y avait cavalier D5 qui gagne soit le fou, soit la tour. Donc on est obligé de perdre une qualité. En fait, on prend le cavalier et derrière on perd la tour. Donc après D6, deuxième mini-plan qui est G3, donc c'est un plan de développement pour le moment. Hein. C'est où placer ces pièces de manière la plus efficace. Et maintenant, déjà, les noirs devaient comprendre que leur position est difficile à cause de la passivité de leurs pièces. Et donc, il fallait essayer de rendre le pion de manière dynamique. Vous pouvez mettre pause, essayer de trouver pour les noirs le moyen dynamique de finir son développement en rendant le pion. Donc pas D5, hein, sinon le cavalier prend D5, ça ne sert à rien, mais autre chose. Donc mettez pause si vous voulez, c'est une ressource défensive, hein, il faut aussi travailler sur ces ressources défensives. Allez, on y va. Donc cette ressource défensive, c'était fou E7. Très bon coup, parce qu'après, on peut regarder. Fou G2, l'intérêt c'est que maintenant qu'on a forcé D5, D6, pardon, le pion C est faible, donc on peut taper sur cette diagonale plutôt que de taper sur celle-là, dans ce cas précis. Et maintenant, au lieu de s'accrocher au pion, après fou B7, il y aurait cavalier E4 et on serait encore un petit peu à l'étroit. On serait même pas bien du tout parce que la tour est attaquée, derrière il y a le pion G7, on va perdre le pion, mais entre temps on n'a pas vraiment arrangé nos problèmes. Vous voyez que c'était pour ça aussi que le fou est venu en G2, c'est pour couvrir la case E4 pour le cavalier. Et bien au lieu de ça, après fou G2, on joue fou G5 échec, on libère la colonne E et on l'occupe sans avoir peur
de lâcher le pion, hein, parce que après on a cavalier D7 et on se rend compte qu'on a résolu nos problèmes. Le fou est sorti, la tour est venue contrôler la colonne, on a même doublé les tours, ce qui nous donne la colonne, et ce fou qui a l'air menaçant va pouvoir être échangé avec fou B7, ce qui ressuscite ce fou et lui redonne tout son sens. Donc ici, en réalité, la position est égale maintenant. C'est surprenant, mais c'est égal, parce que les blancs ne peuvent plus trop empêcher l'échange de l'ancien mauvais fou. En fait, c'est un fou qui anciennement était mauvais, qui est ressuscité, et ce fou va être échangé. Donc ça, c'était la clé, rendre le pion dans les meilleures conditions possibles. Ça demandait beaucoup de calculs, évidemment, donc on est tenté, dans des positions comme ça, de s'accrocher au pion en se disant que ça s'arrangera. Donc après G3, les noirs ont joué tour E8 pour régler le problème de la position malheureuse de leur tour, en perdant un temps. Et le problème, c'est qu'ils perdent un deuxième temps, parce qu'il y a fou H3 échec maintenant. Et de toute façon, le cavalier va se faire chasser au prochain coup avec A5, donc cavalier D7 tout de suite. Étant donné que sinon, au prochain coup, il y avait A5 de toute façon qui chassait le cavalier sur cette case. Bien. Donc maintenant, on ne rentre pas dans de la tactique. Hein. En analysant cette partie, je me suis dit, allez, on va faire C5, parce qu'il y a un clouage monstrueux sur D7. Il ne peut pas prendre, le pion est cloué, le cavalier est cloué, donc on ne peut pas prendre. Et s'il joue D5, il y a une magnifique combinaison, le cavalier prend D5, C prend, tour prend, et après tour D8, on gagne le cavalier qui est cloué. Donc tout ça c'est de la tactique de bas étage en fait, parce que après C5, il ne faut jamais penser qu'une prise est obligatoire, un pion peut rester immobile aussi, il a le droit, donc il suffit juste de régler le seul problème des noirs qui est le clouage ici, en jouant roi D8, et en fait on n'a plus rien. Au contraire, on a libéré le fou de case blanche. Tout ce qu'on a gagné, c'est ça. Donc c'est instructif hein, comme erreur d'analyse. Après cavalier D7, on reste dans de la stratégie. D'accord, on a un pion de moins, mais on ne se précipite pas. On n'est pas là pour récupérer le matériel tout de suite en créant des menaces de base. Non, on est là pour du jeu positionnel, on joue tour E1. Le tour E1, ça force l'échange, pratiquement. Hein, parce qu'on a ce cavalier qui, pour le moment, est hors jeu. Donc ça force l'échange, à moins de revenir en E5, ce qui serait affaiblissant au niveau de la structure de pion, parce qu'on pourrait tout simplement prendre. Et là, pour le coup, on gagne le cavalier D7 en plus, à l'arrivée. Hein, parce que prise, prise. Donc la tour ne peut pas rester là. Donc tour prend E1. Tour prend E1. Crée une menace qui est tour E8 échec. Et on perdrait le cavalier du coup. Si le roi est obligé de venir en B7, on perd le cavalier. Donc vous voyez encore une fois un problème de structure de pion, parce que ça donne pas le temps aux noirs de donner des cases de suite à leur roi. Donc le seul coup ici, c'est roi D8, pour couvrir la case. Bon, ça tombe bien, on avait envie de déclouer ce cavalier-là. Donc maintenant, il faut trouver la suite du plan pour les blancs. La position, elle est loin d'être gagnée encore, parce que la position noire n'est pas si affaiblie que ça. Elle est encore solide, elle est compacte, très, très à l'étroit, mais elle n'est pas faible comme position. Il y a très peu de faiblesse en réalité. Hein. Surtout qu'ils peuvent rendre le pion à tout moment. Donc maintenant, Gawain Jones commence son plan pour la finale. Il manœuvre son cavalier jusqu'à la case F4 en jouant d'abord cavalier E2. Et maintenant les noirs ont joué cavalier E5 avec un plan basé sur la paire de fous. Hein. Quand on a une paire de fous comme ça, il faut déjà regarder comment on va les échanger. Donc le meilleur coup c'était cavalier C5, hein. Je renvoie au fichier PGN pour le détail de cette variante, sinon ça nous amènerait dans une vidéo un petit peu trop longue je pense. Donc je vous renvoie à cette variante qui a des points communs avec la ligne de la partie, à la différence près qu'on ne rend pas le pion dans de mauvaises conditions. Donc c'est ça la nuance, parce que dans la partie le cavalier vient en E5, en se disant d'accord, tu as la paire de fous, mais maintenant je vais rendre le pion contre un de tes fous. Si tu veux récupérer ton pion, il va falloir d'abord me donner ta paire de fous.
Donc ici, l'idée de cavalier E5, c'est justement de rendre un pion en E5 à condition que les blancs prennent ici. Donc première idée, supprimer le fou. Déjà, on limite son action sur la grande diagonale, mais en plus, on propose de l'échanger. Et autre idée, c'est de supprimer celui-là en jouant fou C8. Comme ça, on redonne un sens à la vie de ce pauvre fou, hein, qui pour le moment errait sans but sur ce coin de l'échiquier. Donc fou C8 avec suppression du deuxième fou. Donc les blancs ne peuvent pas garder leur paire de fous dans cette position. Donc on n'échange pas tout de suite en E5. Là, ça serait une erreur. C'est pas le moment. Il faut d'abord activer le cavalier. Parce que après fou prend, prise, eh bien ces cases importantes sont contrôlées. Donc on ne peut pas activer le cavalier comme on voudrait. Alors que justement, le plan de Gawain-Jones, c'est de passer par la case F4. Donc on joue cavalier F4 d'abord. Ce qui en même temps par la menace de fourchette, hein, quand même, qui était là. Un coup comme G5 ici aurait pas de sens. Parce que de toute façon, le cavalier est cloué à l'arrivée. Et on s'affaiblirait trop au niveau de la structure de pion. Et là, pour le coup, on pourrait échanger en E5. Parce que le pion E5 serait perdu après. Parce qu'après, il y aurait cavalier E6 échec. Donc on échangerait d'abord et on jouerait cavalier E6 échec. Ou alors cavalier E6 d'abord. Donc cavalier F4, c'est fort. Et donc les noirs continuent leur plan, fou C8, pour échanger le deuxième fou. Et ce fou de case blanche s'active maintenant. Il est devenu aussi actif que l'autre, donc on l'échange. Et le roi revient en C8. Maintenant, si on ne fait rien, il y aura un fou qui va venir en F6 et qui va blinder la position. Et on n'obtiendra plus rien. On n'aura même pas récupéré notre pion. Donc on est obligé de récupérer le pion maintenant. Fou prend E5, D prend E5. Et ici, précision. Précision des grands maîtres. Hein. On ne rentre pas dans tour prend E5 parce que ça permet d'activer le fou. Donc gain de temps. Et on a résolu notre problème qui était le développement et le retard de développement. Au lieu de ça, on joue cavalier D3. Parce que maintenant, il y a quand même un problème pour les noirs qui se pose. C'est comment activer la tour de manière efficace. Pour ça, pour que la tour rentre de manière efficace, il faudrait qu'elle vienne en F2. C'est pour ça que le cavalier vient ici. Parce qu'il contrôle la case qui pourrait être utilisée par la tour si jamais donc une fois que le fou sera développé, et la tour pourrait venir. Donc on va éviter ça dans un premier temps. Et deuxième chose, on se rend compte que si le pion E5 est pris mais par le cavalier, on gagne un temps sur ce pion-là, qui sera aussi attaqué. Donc le rôle du cavalier, c'est de prendre en E5 pour ensuite rentrer dans la position adverse. Donc maintenant, les noirs ont joué fou D6, alors que G6 était la meilleure façon de rentrer le pion. G6 suivi de fou G7 ou fou H6 échec même. Donc c'était là le meilleur coup, le plan le plus précis. Mais dans la partie, c'est pas non plus encore gagné. Il ne faut pas croire qu'on gagne après fou D6. L'idée, c'est que sur C5, on recule le fou. Et on est obligé de prendre avec la tour ici parce que le pion est observé là. Le pion est surveillé. Et si on ne reprend pas le pion tout de suite, il y a fou F6. Donc reprendre de la tour nous permet d'activer notre fou. Hein, et derrière de jouer tour D8 par exemple. Et maintenant, on a résolu nos problèmes de finale. Pratiquement, à part ce pion, mais ce pion peut être facilement défendu maintenant. Donc après, fou D6, il faut être précis. Les blancs jouent B4 du coup. Gain d'espace d'abord. On va jouer C5. En cas de A5, il fallait aussi savoir ce qu'il fallait faire. Hein. Il fallait d'abord chasser le fou, prendre en E5, et après, donc, ça menace qu'il prend C6, hein, qui récupérerait encore du matériel. Attaque sur le fou, attaque sur le pion. Donc là, le coup est forcé, c'est tour E8. Et maintenant, on revient en D3 tout simplement avec clouage. Parce que sur A prend B4, on ne récupère pas, hein, parce qu'il y a des échecs à la découverte. Des échecs avec découverte et on échange les tours. Non, mais on va chercher le pion avec le roi. Et ce qui fait gagner les blancs ici, c'est ce pion qui est maintenant passé, qui va obliger le roi à rester ici. Et du coup, pendant ce temps-là, ce roi va pouvoir faire un petit peu ce qu'il veut. Donc on a une activité qui est plus grande. Et au bon moment, ce pion C6 pourra être assiégé par le cavalier et la tour.
tour E6 par exemple, ça pourra être des coups intéressants. Donc on va regarder dans le fichier PGN pour cette finale qui donne quand même un léger avantage blanc, même si c'est pas gagnant, mais les plans de gain se situent du côté des blancs. Après B4, tour F8 pour activer la tour sur la colonne, roi C2. A6, petite imprécision, c'était pas nécessaire. J'ai joué A6. Tour E2, tour F1 pour activer la tour et aller courir après le pion A. Si on arrive à jouer tour A1, on s'imagine que les blancs ne vont pas mettre leur pion sur case noire, ça serait pas forcément judicieux. Donc ils seraient obligés, parce que le fou est sur case noire, ils seraient obligés de placer leur roi en B3 et peut-être que du coup, en plaçant le roi, en forçant le roi à rester en B3, on limiterait l'activité des pièces blanches. C'est ça le plan des noirs. Maintenir ce pion sous observation. Donc maintenant les blancs gagnent l'espace, libèrent la case C4 pour leur roi et leur cavalier. Fou 7 et maintenant on récupère le pion. De toute façon c'était un pion qui était indéfendable. Fou F6. On réactive le fou. Donc il y avait une petite variante amusante ici sur roi B7 pour défendre le pion, parce qu'évidemment il y a un pion attaqué donc on a tendance à le défendre. Après roi B7 il y a cavalier C4 qui est fort. Ça crée une découverte sur le fou. Et du coup, maintenant, il va y avoir un petit souci. Je reviens d'ailleurs un petit peu en arrière, parce que j'ai pas montré, mais après C5, fou E7 est quasiment forcé, parce que si on joue fou F8 ici, c'est plus avec le cavalier qu'on prend, mais avec la tour. Et menace tour E8, donc on est obligé de jouer roi D8, et maintenant on attaque le pion C6. Et après roi D7, tour E3, menace cavalier E5, échec. Pourquoi je remontre cette ligne? Parce que la cible maintenant pour les blancs c'est le pion C6. Dans toutes les variantes, ça tourne autour de ce pion. Donc je récapitule après C5. Excusez-moi pour cette petite digression, retour en arrière. Cavalier prend E5. On ne peut pas trop défendre le pion à cause de cavalier C4 qui gagne un temps sur le fou et qui menace en même temps cavalier A5 échec qui gagnera le pion de toute façon. Et même sur fou D8, on n'est pas obligé de prendre le pion. On ne va pas se jeter sur ce pion. On a beaucoup plus fort, on a tour E8. Avec un réseau de maths en réalité. Cavalier A5 échec, cavalier échec, tout sur échec, et B5 gagne parce qu'il n'y a plus rien à faire contre tour B8 mat. Donc réseau de maths en finale c'est rare, mais c'est possible ici grâce à la magnifique coordination de toutes les pièces blanches qui restent. Il n'y a plus rien à faire, on peut faire quelques échecs si on veut, mais le roi va simplement monter vers la tour et puis il n'y aura plus rien. Il faut passer sur case blanche pour éviter toute embrouille évidemment. Donc après cavalier prend E5, on est obligé de faire fou F6 et de lâcher le pion. Et maintenant, le seul plan qui permettait aux noirs de survivre, c'était de couper la route au roi. Il ne faut pas que le roi puisse monter. Et pour ça, la meilleure solution, c'était de jouer tour F3. Donc tour F3 tenait à peu près. Ça compliquait la tâche des blancs. En réalité, c'était encore un avantage blanc, puisqu'on a gagné un pion en finale. Mais c'était beaucoup plus difficile à concrétiser parce que le roi ne pouvait pas passer. Au lieu de ça, les noirs ont joué tour A1, pensant que le roi est obligé de rester en B3, mais ça ne va pas être le cas. Parce qu'après tour B1 échec, roi C4, tour A1, on n'entre pas dans la répétition de coups que les noirs espéraient. Les noirs espéraient roi B3, tour B1, roi C4 est nul. Mais quand la tour vient en A1, les blancs ont un plan très fort. Pas A5, parce que A5, ça met un pion sur case noire, et ça résout tous les problèmes. Le cavalier ne peut plus occuper cette case pour créer les réseaux de maths qu'on a vus tout à l'heure. Retenez bien ça, les réseaux de maths avec B5 derrière. Donc la tour est libre d'aller où elle veut maintenant, et elle peut revenir couper la route du roi, par exemple en D1. Donc c'est beaucoup plus dur à gagner maintenant. Non, au lieu de ça, on ne cherche pas à conserver l'avantage matériel en finale, c'est pas le but. Au lieu de ça, on cherche des réseaux de maths, on cherche à améliorer la position de nos pièces surtout, et pour ça il fallait commencer par cavalier A5, comme dans la partie. Donc cavalier A5 c'est très fort, on rend le pion. La tour ici empêche le roi de venir en C6 parce qu'il y a le pion à surveiller. Donc de toute façon la prise en A4, elle a un intérêt. Mais ici il y a un thème qui est horrible et qui va revenir de toute façon dans la suite de la partie. C'est C6. Avec des grosses menaces. Donc la
première menace de base, c'est de créer des mates sur D8. Hein. Donc, si on fait un pauvre coup comme H6 par exemple, eh bien il y a tour échec, cavalier là, et cavalier B7 suivi du mat. Mat en D8. Après C6, du coup, roi D8, ça revient au même. Pardon. Roi D8, ça revient au même parce qu'il y a cavalier B7 échec et tour E8. On peut bien essayer roi B8, mais ça ne change pas grand chose, parce qu'il y a tour E8 échec, roi A7, tour C8, on attaque le pion. Et après roi B6, le tour B8 échec. Et on va gagner le pion dans un échec. On peut bien essayer fou E5 dans cette position, mais ça ne change rien parce que c'est roi D5 qui gagne maintenant. Tour prend cavalier C4. Pas prise évidemment parce qu'il y a fourchette. Il faut éviter. Mais cavalier C4 gagne. Ça menace le fou qui n'a plus de case. Et ce qui veut dire qu'il va devoir s'en aller et on va gagner ce pion. Et après on va gagner ces deux là aussi. Donc la finale de pion est gagnante. Enfin, finale de tour même. Même si on arrive en finale de tour, c'est complètement gagnant ça. Je simplifie, mais tout est dans le fichier PGN sinon. Donc C6 c'était gagnant, mais ça va arriver dans la partie de toute façon. Donc après tour prend A4, les blancs ont raté ça, ils ont joué G4, en pensant que ça pouvait attendre. Mais ici, les noirs pouvaient en profiter en jouant tour A1 pour ressusciter leur tour. Ils ont raté le coche, ils ont joué H6, et du coup, maintenant les blancs ont joué cavalier B3. Donc il y avait encore d'autres variantes, mais cavalier B3 c'est intéressant parce que du coup la tour n'a plus de cases. Donc on va gagner des temps avec les autres pièces maintenant. Le cavalier empêche la tour de revenir en jeu, et la tour empêche de passer aussi en A2. Donc la tour A4 est hors jeu. Donc maintenant, les noirs essayent de sortir leur roi, en pensant qu'il y a moyen de s'en sortir en jouant roi D7, et ensuite on se dit qu'il y aura peut-être bien moyen de passer par C6 peut-être, parce qu'après tour échec, après tout on n'a qu'à revenir et ça fait répétition, parce que le pion A6 est bien protégé. Oui, mais là il y a C6. C6 échec, et le roi est obligé de reculer. C'est horrible. Et c'est parce que sur roi prend C6, il y a une pointe tactique, encore un réseau de maths, mais encore un réseau de maths différent, que Rager n'avait pas vu. Je voulais chercher comment les blancs gagnent. Mettez pause, c'est assez simple. Donc on y va. Le gain, c'est cavalier C5, qui attaque la tour, donc gain de temps sur la tour. Et si on enlève la tour, il y a mat en un coup. Tour E6 mat. Très, très joli mat, avec toutes les pièces blanches qui participent. Donc c'est le motif final qui fait qu'en fait les noirs doivent rentrer dans une variante perdante. Après C6, le roi est obligé de reculer. S'il vient en D6, en fait c'est le même tarif. Hein. Roi D6, ça va être la même chose. Cavalier C5, suivi de tour E6 mat. Donc C6, roi C8, forcé. Évidemment pas roi D8, c'est encore pire. Roi D8, cavalier C5 attaque la tour, tour s'en va, cavalier B7 échec. Hein, donc roi ici, tour E8 échec, suivi du mat. Donc vous voyez que là, les blancs ont pris un avantage décisif. Après roi C8, cavalier C5, la tour est obligée de revenir en A1, tour échec, fou D8 forcé, cavalier E6. Menace, mat en D8, donc tour D1 forcé, et toutes les pièces noires sont ligotées, donc ça nous laisse vraiment le temps avec les blancs d'améliorer notre position. Donc on améliore la position de nos pièces. On commence à harceler les pions en se disant qu'on va peut-être entrer en finale de tour. Si on arrive à gratter ces deux pions, donc l'idée c'est d'échanger au bon moment, puis de gagner les pions tout simplement, parce que la finale de tour avec deux pions de plus, ça gagne. Donc H5, sinon c'est ce qui allait se passer, un cavalier prend, tour prend, et on rentre en finale de tour avec un pion puis deux pions de plus. La subtilité c'est que la tour prend le pion, tout en protégeant le pion C6 à l'arrivée. Hein. Donc on récupère les deux pions, tout en protégeant le pion C6 qui ne peut pas être attaqué par l'autre tour. Très important. Donc G5, on n'échange pas tout, puisque ces deux pions sont perdus, on ne va pas les échanger. Nous, ce qu'on veut, c'est les gagner, pas les échanger. Donc, c'est gagnant maintenant. Tour D6. Et maintenant, cavalier prend, tour prend, tour prend.
ça gagne très facilement parce que on reste sur la 6e rangée, on protège bien ce pion, et donc on récupère le 2e pion. Donc finale de tour avec 2 pions de plus, c'est complètement gagnant. Voilà, donc on va arrêter là pour cette vidéo, mais vous voyez, une finale instructive typique de l'écossaise. Vous n'allez pas retrouver ce genre de finale très souvent dans les autres ouvertures. Toujours le problème de mobilité qui se répercute jusqu'en finale. Donc vous voyez que dans cette position clé, cette structure de pion a créé des problèmes jusqu'à la fin de la partie. C'est pas exagéré de dire ça. Même une fois que les pions ont été dédoublés, ces deux pions-là, enfin surtout le pion C7 qui est dû rester ici, au final, il a quand même créé des problèmes au roi. Donc une belle finale de Gawain Jones. Je vous invite vraiment à revoir le PGN en détail pour voir les différentes possibilités qu'il y avait. Et il y avait d'autres réseaux de maths qui se cachaient aussi dans la finale. Donc je vous laisse les regarder dans le fichier.